Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie pour votre mag immobilier du vendredi. Seconde partie de notre sujet très important, les intempéries, inondations, assurance, indemnisation. Deux professionnels pour m'accompagner dans cette émission. Fabrice Allais, agent d'assurance à Bernay, bonsoir. Bonsoir. Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Ma première question sera pour vous, cher assureur. Quelles sont les premières démarches à effectuer suite à un dommage causé par des inondations ? Alors, première des inondations choses... ou intempéries, du reste. On va peut-être nous expliquer la différence entre des inondations et des intempéries. Oui, c'est un peu compliqué ça. Mais déjà, première démarche, une fois qu'on s'est mis en sécurité, donc éventuellement appeler les pompiers avant d'appeler l'assureur, mais c'est vraiment de contacter son assurance par tout moyen que possible, imaginable. Ça peut être simplement par mail, si on a la possibilité d'envoyer un mail, un appel téléphonique, mais assez rapidement, de façon à informer de ce qui vient de se passer et de pouvoir lancer les procédures. Alors, il existe des délais légaux, donc le temps qu'il n'y a pas d'arrêté de catastrophe naturelle, une compagnie d'assurance demande généralement à être informée dans les 5 jours qui suit le sinistre. C'est porté, dans le cadre des catastrophes naturelles, à un délai beaucoup plus long, puisqu'on a jusqu'au délai, en termes de délai, on peut aller jusqu'au moment de déclaration de l'état de catastrophe naturelle. Donc ça permet parfois d'attendre 2 à 3 mois, de voir les dommages apparaître, parce que vous n'avez pas forcément les dommages dès le début. Dans le cadre des inondations, on a des dommages qui peuvent apparaître 2 mois après. On peut avoir des mouvements de sol, de la fissuration sur les murs, et ça, vous n'en avez pas forcément connaissance. Au début, vous voyez un petit peu d'eau chez vous, c'est pas très alarmant, mais par contre, vous pouvez avoir des dommages beaucoup plus importants qui apparaissent par la suite. Merci pour la transition, puisque vous parlez d'éboulement, de coulement de sol. Si ça se passe 6 mois après l'inondation, est-ce que c'est pris dans la catastrophe naturelle où on va dire non, c'était pas dans le cas Alors, d'où l'intérêt de toute façon de faire à titre conservatoire une déclaration. C'est-à-dire que même si effectivement on voit qu'il n'y a rien d'abîmé dans sa maison, mais qu'on a subi malgré tout une inondation, toujours intéressant quand même de le signaler à son assureur de façon à ce qu'il puisse entreprendre déjà une première démarche, ou au moins en tout cas de pouvoir le noter dans son dossier en attente de voir comment ça peut évoluer. La plupart du temps, ça évolue favorablement, mais il faut quand même prévoir que ça puisse devenir assez dramatique dans certains cas. Jacques, un vendeur qui cacherait à un acquéreur que sa maison a été inondée. Oui. L'acquéreur peut-il faire valoir la clause vice cachée ? Il peut essayer de faire valoir la clause vice cachée. Après, ça va dépendre de la nature de la cachotterie qui a été faite, parce qu'après, ça se décidera au tribunal. Et au tribunal, eh bien, on a une chance sur 2 d'avoir gain de cause, quelle que soit l'affaire. Donc, encore une fois, ça va dépendre du fait si c'est une inondation qui est récurrente, une inondation qui n'est pas récurrente. On peut toujours avoir le cas du vendeur qui dit « Oh, mais c'était pas une inondation, une fois, il y a eu une fuite, voilà, parce qu'il n'a pas... à mauvais escient, considérer ça comme important. Donc tout va dépendre de la nature. Moi j'ai vu des cas où des clients, parce qu'une pompe de relevage n'avait soi-disant pas été signalée, ils voulaient faire annuler une vente. Après moult procédures, il a été prouvé qu'ils ont visité 10 fois la maison, qu'ils avaient vu la pompe de relevage, et la vente a été forcée. Donc ça dépend des cas. Il y a un délai pour intenter l'action en garantie de vice caché ? Oui, il y a 2 ans, parce Il y a 2 ans. On va pas pouvoir, sauf cas vraiment très particulier, on va pas pouvoir intenter une action vice cachée au bout de 20 ans dans la maison, parce que voilà, l'ancien propriétaire ne peut pas être responsable par rapport à ça. Mais de toute manière, je reviens à ce que vous disiez dans l'émission précédente, Jacques, bien évidemment, sur le nouveau RNMT, tout ça est mentionné s'il y a eu un éboulement, les inondations de 2016, 2017, tout ça c'est mentionné sur le document. C'est mentionné pour les communes qui ont un arrêté de risques naturels, miniers et technologiques ou des plans de prévention. Si vous avez une commune qui n'a pas de plan de prévention, il est mentionné qu'on est dans une zone qui n'a pas de plan de prévention. Donc, en complément d'information, il est toujours intéressant d'aller voir le site Géorisque, qui est un site du gouvernement qui va recenser pour l'adresse exacte l'ensemble des risques recensés par le gouvernement. Je me tourne vers vous, notre assureur, puisqu'à un moment donné, on va parler d'argent.
C'est souvent Y le cas avec les a-t-il de assureurs. la franchise? Alors oui, tout à fait. Alors ça, c'est clair. Est-ce que tous les contrats ont une franchise? Le cadre de la catastrophe naturelle, elle est régie par l'État. Hein. Donc c'est vraiment un mode d'indemnisation très particulier, puisqu'il y a un arrêté de catastrophe naturelle chaque année, enfin une règle qui est donnée chaque année, qui fixe le montant de la franchise. Alors actuellement, cette franchise est de 380 € pour tout ce qui va être les risques courants, catastrophes naturelles, qui vont être la tempête, les inondations, les choses comme ça. Alors après, il est bien précisé que dans le cadre de la sécheresse, qui est un cas très très particulier, qu'on connaît assez peu en Normandie, dans ces cas-là, on a une franchise beaucoup plus importante qui est de 1 520 €. Donc là, attention, là on est sur des cadres très particuliers, mais voilà, qu'on croise chez nous assez rarement. Mon véhicule qui est dans le garage, il a pris 1 mètre, 1,50 m d'eau là, pendant 15 jours. Ouais. Ça rentre dans quelle assurance, ça? Alors déjà, pour pouvoir être indemnisé, il faut à tout prix que votre véhicule soit assuré avec une garantie de dommages. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la garantie incendie, vol au minimum sur ce véhicule, vous n'aurez aucune indemnisation dans le cadre de la catastrophe naturelle. Donc, il faut à tout prix que votre véhicule soit au moins avec l'incendie, la garantie incendie, qui en même temps couvre les catastrophes naturelles. Mais toutes les assurances voitures ont cette garantie, non? Pas du tout, pas du tout. Si vous êtes au tiers simple, un véhicule qui a 20 ans, la plupart du temps, les gens s'assurent au tiers simple, et dans ces cas-là, n'ont la garantie que pour les dommages qu'ils causent à des tiers. Et dans ces cas-là, ils n'ont pas du tout cette garantie catastrophe naturelle intégrée dans le pack de leur assurance. Mon sous-sol est inondé, il y a toujours 1 mètre d'eau, hein, la décrue se fait pas comme ça. Je vais aller louer une pompe au coin de la rue, enfin un peu plus loin, parce que si elle est inondée aussi, ça va être difficile. Est-ce que ces frais de pompage sont pris en charge par la compagnie d'assurance? Ah oui, bien heureusement. Et de toute façon, l'idée toujours en assurance, c'est d'agir en bon père de famille. Donc tous les frais qui vont pouvoir permettre de limiter les conséquences du sinistre vont être pris en charge, voire même votre temps. C'est-à-dire si vous êtes obligé de prendre votre journée en congé pour pouvoir nettoyer et limiter une fois de plus le sinistre, votre journée sera prise en charge dans le cadre de l'indemnité. Jacques, ma maison est en construction, vous avez un client acquéreur et puis elle a décidé de faire construire, etc. Il vient vous voir, elle était à moitié construite, elle a été inondée, qui prend ça en charge? Le constructeur. Le Constructeur constructeur et les assurances, puisqu'il est responsable de l'ouvrage le temps de la construction, et à la fin de la construction, il y a une garantie dommage ouvrage. Donc dès le démarrage, le constructeur est normalement assuré. La problématique vient si c'est une autoconstruction, c'est-à-dire que l'on construit soi-même sans maître d'ouvrage, et là ça devient plus compliqué. D'où l'intérêt, effectivement, lorsqu'on a affaire en direct à des entreprises, de demander le justificatif de l'assurance, que ça soit décennale, biennale, etc. Puisque l'entreprise peut très bien vous dire « oui, je suis assuré », et s'il n'y a rien derrière, monsieur l'assureur, bien évidemment, c'est... Et ça, c'est extrêmement important, ce que vous dites. On a énormément de litiges de personnes qui, effectivement, parfois, on est tous pareils, on essaie de trouver peut-être l'artisan qui va être un petit peu moins cher que le voisin, mais toujours demander d'avoir une attestation d'assurance avant de lancer les travaux, parce que souvent, c'est pas une fois que les travaux sont finis qu'on va courir derrière l'entreprise pour récupérer les documents. Une fois l'assurance en main, voire de passer un coup de fil à l'assureur pour voir si c'est bien du... Voilà, exactement. Je sais pas. Vous avez tout à fait raison, puisque j'ai eu le cas il n'y a pas très très longtemps. Si les primes sont payées. Voilà, et si les primes sont payées, puisque... Et est-ce qu'il s'agit d'un vrai document, puisqu'il y a des faux documents qui circulent. Messieurs, il nous reste 30 secondes, parce que ça s'agite là-bas en régie, là. Vous avez un assuré qui n'est pas d'accord avec vous, au point de vue remboursement. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, mais hypothèse. Voilà, tout à fait. Hypothèse d'école. Est-ce que votre assuré peut faire appel, lui, à son expert ou à un expert indépendant?
Alors tout à fait. Alors ça, c'est même prévu dans pas mal de contrats d'assurance d'avoir un expert d'assuré qui peut intervenir. Alors généralement, le litige, il faut qu'il porte quand même sur des sommes importantes puisque ces gens-là ne travaillent pas gratuitement. Mais on peut effectivement faire appel à un expert d'assuré. C'est même plutôt conseillé dans les sinistres importants. 10 secondes, Jacques, pour conclure. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à un vendeur, à un acquéreur qui prend sa maison l'hiver, il fait moins 5, moins 10, d'aller vérifier si toutes les canalisations sont bien isolées pour éviter un dégât des eaux? Comment... D'aller vérifier effectivement si, pour éviter le dégât des eaux classique, si les canalisations sont bien isolées. Et puis, alors si la maison est chauffée, on a peu de danger. Par contre, si la maison n'est pas chauffée, de vérifier aussi les murs, si on a des fissures dans les placo ou ce genre de choses qui peuvent être des signes d'humidité sur certains cas. J'abuse un peu du temps. 2 secondes, juste en 2 secondes, répondez-moi, puisque Jacques vient de parler de chauffage. La maison n'est pas chauffée, il a fait moins 10. Vous indemnisez ou vous indemnisez pas si ça pète? Alors, 2 secondes. 2 secondes, on va essayer de le faire rapidement. Oui, avec abattement. C'est-à-dire si la personne n'a pas, comme je le disais tout à l'heure, procédé à une isolation en bon père de famille, à protéger sa maison en bon père de famille, dans ces cas-là, il aura un abattement. Voire, dans certains cas, si c'est abusif, ça peut aller jusqu'à rien du tout. Merci de vos interventions, messieurs. Merci. Vous pouvez retrouver votre mag immobilier sur notre site ou application radiosensation.fr. Donnons-nous rendez-vous vendredi prochain à 19h35 après le Flash Info Régional pour une nouvelle émission sur l'immobilier. Je vous souhaite une très bonne soirée en écoutant Radio Sensation Normandie.